Effectivement, Claude Code Remplace un junior. remplace un junior sans problème. Une génération perdue à cause de l'intelligence artificielle. Mais, Donc, en fait, moi je pense qu'il y a 90% de chances que la première chose que n'importe quel gouvernement qui prendra la main veuille potentiellement arrêter, c'est la French Tech, puisque effectivement ce symbole-là est très lié à Emmanuel vous Macron en pensez tant que... vraiment que ça peut s'arrêter pour des raisons politiques en fait? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'industrie de la tech. On va parler de l'industrie de la tech française, de l'industrie de la tech européenne, évidemment à l'occasion de la 10e édition de cet énorme salon, ce grand rendez-vous européen de la tech qui est Vivatech, qui a lieu à Paris. On va se poser notamment des questions autour de l'emploi. Quels sont les emplois qui vont disparaître et au contraire, quels sont les emplois qui vont résister à la révolution de l'IA, à la révolution des agents autonomes? Est-ce que les levées de fonds vont continuer à diminuer? Elles ont été divisées par 2 en France entre 2022 et l'an passé, 2025. Voilà, toutes ces questions-là, on va les poser à Maxime Doro. C'est le président de la French Tech Bordeaux et il est aussi le CEO de Cosmo5, qui est une entreprise spécialisée dans le marketing digital. Excellente émission à vous et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Bol Media. Bonjour Maxime. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous ici aujourd'hui dans les studios de Bol Media. Première question qui est assez directe. Est-ce que vous y comprenez encore quelque chose, vous, à la tech aujourd'hui, notamment depuis la révolution de l'IA, des agents IA? Quelle est votre lecture sur ce qui se passe en ce moment? Comment les cartes sont rebattues? On est aujourd'hui au début, encore au début d'une première révolution qui se passe. On va revenir au début de l'économie, mais on a un économiste qui s'appelle Schumpeter qui a écrit quelque chose autour de la destruction créatrice, Ouais. qui parle au moment de la révolution industrielle de l'arrivée des machines qui ont d'abord détruit des emplois, mais qui ont ensuite créé de nouvelles choses, et de nouveaux emplois plus qualifiés, avec des tâches moins rébarbatives, etc. Mais Schumpeter, à chaque fois qu'il y a une révolution, on était toujours sur des métiers très manuels. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a une première révolution schumpeterienne qui se passe sur le service, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec des métiers qui doivent se réinventer autour du service, que ce soit dans la publicité, dans le développement informatique, dans la programmation, quel qu'il soit. On est tous impactés aujourd'hui par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Mais dans chaque révolution, il y a toujours des opportunités. Et là-dessus, en ce moment, le marché est extrêmement dynamique. Ouais. Ça peut faire peur, c'est assez vertigineux, mais on a énormément d'opportunités, je pense. Alors quand on parle de destruction créative, on a évidemment les deux côtés, destruction et créer des emplois, enfin en tout cas quelque chose, des services, des nouvelles entreprises. Je pense notamment au secteur du SaaS, du software, du logiciel. En février dernier, il s'est passé quelque chose d'incroyable. 1700 milliards d'euros se sont évaporés de la capitalisation du secteur software en moins d'un mois, parce que justement, révolution de l'IA et des agents IA. Est-ce que les agents autonomes ont commencé à menacer les modèles économiques des SaaS traditionnels? Et beaucoup disent que le SaaS est mort à cause des agents autonomes. Est-ce que c'est vrai? Je pense pas. En fait, comme dans chaque révolution, il y a d'abord de la destruction, et donc il y a une panique, et notamment sur des structures qui ont été beaucoup plus impactées, parce que beaucoup plus de personnes qui faisaient des tâches de développement qui, aujourd'hui, effectivement, peuvent être réinventées et réfléchies avec des process qui peuvent énormément aider grâce à l'intelligence artificielle. Mais je reste persuadé quand même que le métier de développeur il est en train de se réinventer. Aujourd'hui, quand on décide de développer un SaaS, si on prend l'exemple du SaaS, on va avoir besoin de quelqu'un qui a l'idée, d'un product owner, de quelqu'un qui va cadrer le projet fonctionnellement, comment ça va marcher, les fonctionnalités qu'il va y avoir derrière, etc. Quelqu'un qui va cadrer le projet techniquement, qui va expliquer aux développeurs où est-ce qu'il doit les développer, dans quelle base de données, quelles fonctionnalités, quel langage, etc. Et ensuite, les développeurs qui vont poser les lignes de code et pour pouvoir faire ensuite le suivi du projet. L'intelligence artificielle, avec, si on prend par exemple Claude Coding qui est arrivé aujourd'hui, alors oui, moi tout seul, je peux en installer Claude, commencer à expliquer ce que je veux faire et demander Et le lui, il développement. code. Ouais. Et lui, il code. Ça, c'est un peu la magie de la communication, c'est génial. Pour le faire aujourd'hui dans notre société, on a choisi, en ayant pourtant 12 développeurs, d'intégrer le vibe coding dans notre process de développement et dans notre process de spécification technique. Mais on a décidé de ne pas le faire n'importe comment, et je pense que c'est là aujourd'hui où il y a un gros flou, et il peut y avoir un vent de panique, et notamment chez les développeurs. Mais ce qui est extrêmement important, c'est de pouvoir vraiment réfléchir le projet, mais le réfléchir aussi avec des développeurs. Choisir la bonne technologie, choisir le bon stack technique,
Et en fait, nous, ce qu'on a choisi de faire, et c'est là où je pense aujourd'hui les sociétés, les startups, les scale-up ou les grandes entreprises qui veulent intégrer de l'IA, si on parle du métier de développeur, doivent faire le travail, et on a besoin des développeurs pour le faire, c'est comment je peux développer mon agent à moi, interne, qui va travailler sur Claude Code, mais qui va respecter les normes dont on a besoin, qui va respecter les qualités de code, la sécurité, etc. On a fait des premiers tests et on s'est vite rendu compte qu'au niveau sécurité, on n'était pas au rendez-vous. Ouais. Au niveau qualité de contenu, on n'était pas au rendez-vous. Claude, c'est un feignant. Gemini aussi, ChatGPT aussi. Donc s'il a besoin de se dire pour telle fonctionnalité, en fait, il vaut mieux que je crée une table à un endroit plutôt qu'utiliser la structure qui est actuellement, il va créer. Et puis à la fin, on va avoir quelque chose qui va marcher. On va avoir notre fonctionnalité, mais à la fin, ça ne va pas être robuste. Il va y avoir des barrières technologiques qui vont pouvoir sauter très facilement avec un hacker qui a la tête un peu bien faite, voire un hacker qui va utiliser de l'IA lui aussi pour pouvoir hacker. Donc, et puis il y a des développeurs aussi qui disent que parfois Claude arrive à débugger des bugs, parfois il n'y arrive pas. Oui. Et du coup, quand c'est aux développeurs de débugger ce qu'a codé Claude, c'est quasiment impossible parce qu'ils disent non mais là en fait ça fait une semaine qu'il est en train de créer un code, aller retrouver son erreur initiale, je suis incapable parce qu'en fait je sais même pas par où il est passé pour créer cette ligne de code. Et moi je pense qu'aujourd'hui le temps à passer sur l'intégration de l'intelligence artificielle, alors déjà je pense qu'il faut tester, c'est important pour pouvoir voir, et il ne faut pas avoir peur de tester, pas avoir le refus de la révolution, c'est le pire qu'il peut y avoir. Dans chaque révolution, les perdants, c'est ceux qui décident de ne pas bouger, ceux qui sont stationnaires et qui se disent je vais trouver une solution, de toute façon c'est un effet de mode et à la fin on sortira gagnant. Non, là il y a vraiment un truc qui se passe, donc il faut s'en occuper, mais savoir comment on veut vraiment l'intégrer dans notre quotidien, dans notre façon de travailler. Et donc effectivement, si on le laisse faire si on le laisse complètement libre, il va faire n'importe quoi. Et donc intégrer nos développeurs dans tous les process, au moment de la spécification technique, au moment du choix technologique, au moment de l'infra, au moment même de la spécification fonctionnelle, de dire voilà ce que je veux faire derrière. Et que par exemple, nos développeurs font tout ce qu'on appelle les pull requests, donc c'est-à-dire qu'avant qu'on décide de mettre en ligne une nouvelle fonctionnalité sur nos SaaS, c'est eux qui vont faire la revue de code. Et donc, on ne fait pas faire ça par une intelligence artificielle. C'est qu'à un moment donné, quand on décide de mettre quelque chose en production, ça a été revu par quelqu'un qui sait faire et qui comprend. Alors, est-ce que malgré tout, l'IA est en train de remplacer des humains dans le SaaS, dans le software? Est-ce que en France, les gens qui bossent, par exemple, je sais pas, chez Intercom, Zendesk, Salesforce, Pennyline et bien d'autres, est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter? Moi, ma plus grosse peur, vraiment, et j'ai vraiment très peur parce que j'ai des enfants et ça me fait vraiment très peur, c'est plus sur les juniors et sur l'apprentissage et sur le stage. Parce qu'en fait, effectivement, Claude Code remplace un junior. Remplace un junior sans problème. Ouais. Mais si on prend cette décision de se dire en fait j'ai pas besoin d'apprentis, j'ai pas besoin de juniors, j'ai pas besoin de stagiaires à former qui vont intégrer les équipes après, en fait c'est dans 10 ans il n'y a plus de seniors, dans 15 ans il n'y a plus de seniors. Et donc on se retrouve à avoir une génération perdue à cause de l'intelligence artificielle. Et donc c'est là où est ma plus grande crainte et où j'essaye de mobiliser, d'évangéliser, de faire un peu prendre conscience là-dessus, que ce soit dans les sociétés du groupe pour lequel je travaille ou même sur le secteur, de se dire ne laissez pas tomber l'apprentissage. Prenez des apprentis, c'est la nouvelle génération qu'on a besoin de former. En fait, c'est presque le mot d'ordre de dire ne laissez pas l'IA gagner sur l'humain, en fait. Oui. Parce qu'on en est là, en fait. Moi, je pense est-ce que l'IA doit remplacer l'humain? L'IA remplace le junior et vous dites non, il ne faut pas que l'IA remplace le junior. Non, mais après, c'est une vraie question sociétale, hein. C'est une vraie question à se poser, mais je pense qu'il y a aussi des écoles qui doivent aussi faire leur bilan et leur réflexion autour de ça, de se dire, aujourd'hui, des écoles qui forment des gens à sortir de la ligne de code, je me mets à leur place, hein. Le secteur révolutionne partout. Ça sert plus à rien aujourd'hui, on est d'accord. Voilà, non. Apprendre à coder, ça ne sert à rien? Non, je pense pas. Je pense que c'est... moi, quand j'ai appris, je suis autodidacte sur le code, j'ai d'abord appris comment fonctionnait une machine avec mon frère quand j'avais 10 ans dans les années 90, à démonter qu'est-ce que c'est un disque dur, qu'est-ce que c'est de la RAM, qu'est-ce que c'est la mémoire vive, comment ça fonctionne un CPU, etc. Donc, faire du code, c'est utiliser les composants de la machine pour réaliser des tâches. Donc là, c'est pareil, c'est-à-dire que on va plus loin, donc la machine utilise la machine, puis elle fait l'intelligence artificielle et fait ses lignes de code. Mais si on ne comprend pas comment fonctionne Vue.js, si on ne comprend pas comment fonctionne une base MongoDB Atlas, si on ne comprend pas comment fonctionne tel et tel langage ou fonctionnalité ou framework, à la fin, on laisse le pouvoir à l'intelligence artificielle. Il faut que l'humain garde le pouvoir quand même sur ce qu'on produit, sur ce qu'on délivre. Surtout si on choisit, là on a beaucoup parlé de Claude, mais
c'est des IA qui ne sont pas, on va dire, souveraines, qui sont des IA, des solutions, qui sont des solutions américaines. Ouais, bien sûr. Mais même en utilisant Mistral demain, si on se dit, Mm. allez, je suis souverain, j'utilise Mistral et j'héberge mes données dans des data centers qui Européen. sont européens ou Secnum avec l'ANSSI qui a mis le coup de tampon derrière, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser le pouvoir à la machine non plus. Donc je pense que c'est important d'accepter la révolution, de se dire comment je peux en prendre parti, comment je peux en tirer bénéfice, mais aussi se dire que il faut garder le pouvoir. Et ça, c'est extrêmement important, je pense. Donc en gros, les SaaS vont pas vraiment mourir, c'est plutôt une panique passagère, ou est-ce qu'il y a quand même une vague de software qui vont être amenés à disparaître, remplacés par l'IA, par les agents autonomes? Je pense qu'il y a des SaaS qui vont mourir. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont sortir aussi. Ok. Euh, Quel type de SaaS vont survivre ou même sortir? Dans en quel en domaine? fait, C'est c'est que compliqué de voir le futur aujourd'hui. c'est super compliqué. Mais Ouais. je vous prends l'exemple chez nous. On a deux SaaS qu'on a développés sur les 3 dernières années. Chez nous, c'est Cosmo 5. Hein. Ouais, chez nous, c'est Cosmo 5. Ouais. Deux SaaS qu'on a développés sur les 3 dernières années. Un qui fait de la veille de prix, puis un qui fait de l'optimisation publicitaire. Peu importe la fonctionnalité derrière. On a mis 3 ans pour les sortir. Ça marche super bien, c'est ultra carré. Les devs ont fait un super boulot. Depuis le début de l'année, on a intégré complètement Cloud Code avec le vibe coding supervisé par les développeurs, le CTO, avec des équipes opérationnelles, donc des gens qui gèrent des clients, qui gèrent des campagnes publicitaires, qui gèrent des catalogues produits pour faire de la pub, pour leur proposer d'intégrer directement le développement via le vibe coding cadré par les développeurs. Le vibe coding, c'est quoi? Le vibe coding, c'est de développer avec l'intelligence artificielle. Voilà. Cloud Code est un outil de vibe coding. D'accord. En fait, depuis janvier, on a sorti une solution pour faire du Drive to Store, une solution pour faire de la validation par intelligence artificielle de la qualité des assets publicitaires. Est-ce que ma bannière est bien? Est-ce que ma vidéo est bien? On a fait un outil qui nous permet de valider que les emplacements publicitaires sur les sites internet ou les chaînes YouTube sont qualitatifs. Ouais. On a fait un outil qui fait de la supervision de tout ce que l'on fait pour nos clients sur la partie data produit et avant que ça parte sur les plateformes publicitaires. On a fait ça depuis janvier. Enfin, même les développeurs sont ultra excités parce qu'ils se disent putain, on a sorti un incalculable de fonctionnalités, de features sur nos outils qu'on n'aurait jamais pu sortir si on était dans un process classique d'expression de besoin, de validation dans une roadmap, d'intégration dans le process de dev, de vérification, etc. C'est normal. Pour avoir une solution aboutie sur un SaaS ou actuellement quand on veut quelque chose de robuste, oui, à l'ancienne, ça mettait entre 9 et 10 mois. 9 mois, 10 mois Ouais. pour sortir un MVP fonctionnel qu'on va tester. Et là? Et là, Un mois. là, l'outil sur la vérification des assets publicitaires, on l'a sorti en moins d'1 mois. Ok. Et on l'a déjà vendu à des clients. Ok. En passant par Anthropic? En passant par Anthropic. Ok. Ouais. Donc c'est Claude qui va aller checker si tout a été bien fait, si Ouais. les emplacements sont pertinents. Alors, on utilise plusieurs IA. C'est-à-dire qu'on a choisi d'avoir du Gemini, du Anthropic, du OpenAI, et on choisit en fonction des différents assets quelle tech va vérifier si les assets sont OK ou pas. Et en termes de coût, c'est pertinent aussi parce que Alors, bon, on sent en plus qu'on est dans une phase un peu d'adoption des technos, elles sont gratuites ou pas chères. De plus en plus, Claude se met à faire payer à l'utilisation. en fait, ouais, alors, il Donc ça, c'est un y a sujet deux aussi. choses qui sont super intéressantes. La première, c'est que en soi, ça coûte un peu d'argent, mais ça coûte pas si cher que ça par rapport au service que ça rend, aujourd'hui, je trouve. Ok. C'est un coût de token. Pour une app, on a peut-être dépensé entre 3 et 4 milliards à l'aller, 3 et 4 milliards au retour en termes de token. Donc, en soi, à la fin, quand on ramène au prix du token, ça coûte cher, mais pour l'effort de dev qu'on a fait, c'est plutôt C'est très rentable. Ok. La chose, par contre, qu'on a découvert au fur et à mesure, c'est cette espèce de drogue dure, en fait. C'est-à-dire quand on a goûté à la capacité de Claude de développer extrêmement vite, et qu'à la fin de la journée, on arrive au bout de nos tokens, on se dit, bon, il faut que j'attende demain, il faut que j'attende 2-3 heures que mon nombre de tokens soit réouvert pour que je puisse continuer de... Alors ça a parlé à coder. beaucoup de monde. Hein. C'est un très très gros retour dans la tech. C'est « Ah, il est 16h, j'ai dépensé tous mes tokens. Bon, je rentre à la maison et j'attends demain. » Mais voilà, c'est... Mais surtout qu'il y a aussi une réalité, c'est que chaque fois qu'on prend un abonnement, nous, pour Anthropic, OpenAI, etc., quelque part, on décide d'envoyer de l'argent aux États-Unis. Oui. Donc, imaginez le nombre d'Européens, de personnes dans le monde, je mets l'Asie à part, la Chine à part. C'est dire tout l'argent qu'on envoie en ce moment aux États-Unis tous les mois avec ces abonnements. Quoi. Exactement. Et
Je pense vraiment qu'il y a quand même des choses à creuser vraiment importantes sur Mistral. Nous, aujourd'hui, sur le vibe coding, on a choisi Claude parce qu'on en a testé plusieurs. On n'est pas fermé à demain changer d'intelligence artificielle. D'ailleurs, on pense qu'on y changera. Parce qu'aujourd'hui, c'est Claude qui a de Ouais, c'est l'avance. ça. À chaque fois, ça Demain, change en fonction du modèle, quoi. exactement, Mistral a été en avance à un moment donné, Claude a rattrapé, et puis demain, ce sera peut-être Mistral. Et il ne faut surtout pas se cantonner à une seule intelligence artificielle. Il faut tester plusieurs. Et sur Mistral, moi, ce que je trouve génial et ce qu'on aime beaucoup, nous en tout cas, c'est cet aspect open source. C'est extrêmement bien documenté sur GitHub. Il y a des repos qui sont super bien faits. Il y a une communauté Mistral qui est assez dynamique. Donc il y a des choses à creuser et je suis quelqu'un de très chauvin et je rêverais qu'on arrive à un moment donné à avoir... Enfin moi, je préfère donner de l'argent à Mistral tous les mois que de le donner à d'autres intelligences artificielles. La tech française aujourd'hui, on parle beaucoup de ralentissement des levées de fonds en Ouais. France et en Europe. 2022, niveau record, 13 milliards d'euros en 2022 contre 7,3 milliards l'an passé. Donc on a presque diminué par deux. Est-ce que c'est simplement la sortie d'un cycle un peu euphorique d'après Covid ou est-ce que y a un vrai problème de financement dans la tech française et européenne? En fait, il y a eu... Sachant que l'année dernière, ça a été trusté par des grosses levées de fonds de Mistral. Exactement. Donc Et s'il n'y avait cette pas année, Mistral, on serait vraiment très très bas. cette année, il y a Yann Lequin aussi qui a levé 500 millions Ouais. d'euros. Donc oui, effectivement, on a un ralentissement. Il faut être lucide aussi. Tout n'est pas vert. Ouais. Et je pense qu'on a des investisseurs qui... il y a toujours de l'argent sur le marché. Ça, c'est un premier truc. On n'a pas une baisse de trésor dans les private equity aujourd'hui. Mais je pense que on a besoin de plus prouver la pérennité du modèle aux investisseurs qu'avant. Pérennité ou rentabilité? Ouais, mais c'est pérennité et rentabilité du coup. Ok. Donc on se retrouve, et moi je suis ravi quand on arrive là, c'est que lever pour lever, à un moment donné, moi je me souviens des années entre 2015 et 2022-2023, si on n'avait pas levé de fonds quand on créait sa boîte, on avait raté sa vie. Ouais. Moi vrai. j'ai créé ma boîte sur fonds propres, le jour où j'ai cédé ma boîte, j'étais super content parce que j'avais pas d'autres actionnaires À rembourser. à rembourser Ouais. et j'étais complètement libre des choix stratégiques que je voulais faire. Donc et j'en avais pas besoin surtout. Mais j'aurais pu me dire il faut que je lève des fonds, tout le monde lève des fonds. Et c'était surtout un moyen de communication. Vous levez 100 000 euros, vous aviez un article dans Sud-Ouest, vous bien aviez sûr. un article sur la Tribune sans problème. Parce que on avait envie de mettre en avant ce dynamisme-là. Là-dessus, je pense qu'il y a un changement de mindset global du marché. Déjà, je pense que le marché comprend qu'on doit lever quand on a besoin de lever, que les acteurs bancaires ont aussi compris qu'ils devaient aussi jouer leur rôle de financement de l'économie sur des sociétés qui avaient besoin de faire du financement d'entreprise, mais pas forcément de la levée de fonds. Donc un prêt, quoi, un prêt bancaire. Un prêt bancaire, des fois, quand Classique, on a... ouais. Exactement. Et les banques se sont aussi bougées là-dessus. Ils ont mis pas mal de temps, mais ils sont pas mal bougés là-dessus. Et il y a aussi un aspect qui est important, c'est que on arrivait avec la bonne idée, bien marketée devant un fonds d'investissement, on arrivait à aller chercher plusieurs centaines, voire millions d'euros sur une idée, et on pouvait cramer rapidement l'argent et se retrouver dans certaines difficultés. Là, aujourd'hui, les private equity ou les business angels regardent rapidement l'EBITDA qui peut être rendu, voir est-ce qu'il n'y a pas déjà une preuve de rentabilité du modèle. Et donc, soit on est très disruptif et on lève des fonds, voire beaucoup de fonds. Ouais. Mistral, Ouais. Yann Lequin, j'ai perdu le nom de sa société dans l'intelligence artificielle aussi. Voilà, ok, là, et on a la preuve et les experts, les docteurs qui vont bien pour pouvoir prouver qu'on est complètement disruptif. Soit on a une traction business qui fait qu'en fait, c'est pas un prêt bancaire de 100 150 000 euros dont on a besoin, mais c'est plutôt 2-3 millions d'euros. Parce qu'on se dit, non, on a une traction commerciale. Si on a la capacité à absorber rapidement, on peut manger le marché. Mais après, se dire qu'on va monter l'escalier marche à marche et s'auto-financer et prendre le temps, peut-être, même si le marché bouge très vite, c'est aussi créer des fondations extrêmement solides. Il ne faut pas avoir peur de ça et il ne faut pas avoir peur de se dire je ne vais pas créer ma boîte parce que là, aujourd'hui, la levée de fonds, c'est plus compliqué. Ouais. Ça reviendra peut-être. Là, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont en train de remonter avec la crise en Iran et au Moyen-Orient. Donc on était plutôt dans une stratégie baissière avant que Donald Trump s'énerve sur l'Iran. Là, la stratégie est plutôt haussière. On voit des taux directeurs qui commencent à augmenter. Donc quand les taux augmentent,
l'argent se diminue. Diminue, bien sûr. Mais L'argent coûte plus cher. Donc l'argent coûte plus cher. Mais on veut moins le je prêter, suis persuadé que au moment où ça va pouvoir se desserrer, ça arrivera, l'argent reviendra et les levées de fonds repartiront. Peut-être pas sur les montants qu'on a connus, peut-être pas sur le nombre qu'on a connu, peut-être sur les mêmes montants. Et on en a parlé juste avant, est-ce que l'IA absorbe aussi une part de ces levées de fonds? Oui, ouais, clairement. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a l'impression qu'il y a un peu moins de levées. Oui, parce que je pense que tout le monde fait de l'IA. C'est rigolo quand on va sur les salons aujourd'hui, il y a écrit IA partout. Ouais. Il y a de l'IA partout. Et donc je pense que même sur le private equity aujourd'hui, on se pose la question quand on va financer une entreprise en se disant est-ce que cette société peut être disruptée par l'intelligence artificielle, clairement en disant est-ce que dans 3 ans la boîte elle est encore là ou pas, ou est-ce qu'ils ont intégré à l'intérieur de leur process de travail ou intégrer une part d'IA à l'intérieur de leur offre parce qu'aujourd'hui c'est là que se fait le marché. C'est ce que recherchent les clients, c'est ce que recherche le marché. Donc il y a aussi les private equity qui regardent là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui vous arrivez, on en parlait tout à l'heure, avec une solution SaaS, je ne sais pas, qui va robuste avec en disant je vais embaucher 20 développeurs pour pouvoir développer. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, électronique, par exemple. Voilà, je pense que là, je pense que là, les private equity vont avoir du mal à vous écouter, et le business angel aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a des secteurs qui continuent encore aujourd'hui d'attirer de l'argent, et lesquels? J'ai pas les chiffres en tête et faudrait que je demande plus à l'équipe de la French Tech parce que j'ai pas les dernières levées de fonds qui sont sorties. Je sais que le secteur de la medtech, healthtech, etc. aujourd'hui est extrêmement dynamique et on en a besoin et on a besoin de financer ce secteur de J'avais la en tête santé. Cybersécurité, défense aussi, mais c'est peut-être un peu plus actuel parce que c'est tendance. Alors la cyber aujourd'hui, il y a eu des consolidations de marché aujourd'hui et je pense qu'il faut que le marché se consolide parce qu'on a plein de boîtes qui se sont lancées, qui ont levé, mais on a besoin, comme on a un Mistral aujourd'hui, on parle de souveraineté, on a besoin d'acteurs de la cyber en Europe et on a des super cerveaux, franchement. Ouais. On est vraiment reconnus dans le secteur au niveau européen et mondial. Et après, par exemple, tu as un drone Isos aujourd'hui qui fait les spectacles de drones, etc. Qui est basé à Bordeaux. Qui est basé à Bordeaux. Donc là, le drone aujourd'hui, il y a vraiment un sujet. Il y a plusieurs... Sur le secteur de la défense et sur le ou de l'événementiel? Il est plutôt sur la partie événementielle. Je sais qu'il y a des boîtes qui se créent aussi. Et là, ça se passe plutôt de manière un peu plus confidentielle et je le comprends, où il y a des levées de fonds aussi sur des drones, militaires, combat, des drones de défense. Et on a plusieurs boîtes sur Bordeaux qui ont levé dessus. On a Hyperspace avec son lanceur qui... je sais pas, ils vont l'annoncer, je sais, mais ça va arriver concrètement. On va arriver à avoir un lanceur bordelais un jour, c'est génial, et qui a levé eux aussi. Donc le secteur du spatial, le secteur de la défense, le secteur du drone et le secteur de la santé sont des secteurs qui sont très dynamiques. French Tech Bordeaux vient de renouveler son label Capital French Tech pour 3 ans jusqu'en 2028. Vous fédérez 2400 entreprises, c'est ça? C'est toujours c'est un peu plus encore? Un peu plus. Combien? On a 2700 entreprises qui sont inscrites à l'annuaire. Okay. Donc tout le monde peut s'inscrire sur l'annuaire de la French Tech Bordeaux. D'accord. Donc on peut créer sa fiche, on remplit ce qu'on l'on fait, les contacts. Et là, l'objectif, c'est juste de dire, voilà toutes les boîtes de la tech, on va dire, métropolitaine à minima, voire régionale. On a des boîtes qui s'inscrivent, qui sont de la région Nouvelle-Aquitaine et qu'on accepte avec grand plaisir parce que, voilà. Et c'est un des plus grands écosystèmes de France? Du monde. Du monde. Alors voilà, c'est ça. J'ai lu, il me semble que j'ai lu ça, mais j'y ai pas cru. En nombre d'adhérents, c'est-à-dire qu'on a des gens qui s'inscrivent sur l'annuaire, 2700 boîtes, et après on a la possibilité d'adhérer à la French Tech. Donc c'est le plus gros écosystème French Tech au monde en nombre d'adhérents, c'est ça? En nombre d'adhérents. C'est ce que j'ai lu, mais je n'y ai pas cru. Moi, quand je suis arrivé au board et que j'ai pris la présidence et que j'ai mis le nez dans les chiffres avec Philippe et l'équipe permanente, j'ai halluciné de cette donnée. Je me suis dit, mais pourquoi vous le dites pas? Et en fait, je sais pas si c'est le syndrome de l'imposteur, où on a peur. Mais il faut le crier. Il faut le crier sur tous les toits. Alors, on est la plus grande région de France. Il faut aussi avoir ça en tête. Il y a Paris quand même. Mais en nombre d'adhérents, aujourd'hui, on est plus grand que... Comment c'est possible? Est-ce que ça veut dire que... il y a un besoin de s'inscrire dans cette communauté qui n'aurait pas, par exemple,
à Paris ou en Île-de-France, On si a- je prends on- Alors, on est la métropole. une des premières French Tech aussi. On a été dans les premières à être labellisés. On existe depuis très longtemps. Ok. Et on a toujours eu le souci de se dire qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'innovation, de format, d'accompagnement pour les boîtes. Et toujours être en mouvement pour pas se reposer sur nos lauriers. Il y a des formats, des fois qu'on arrête parce qu'ils sont plus utiles, des formats qu'on lance. Et on a toujours été pris pour exemple par la mission nationale French Tech. Ah bah tiens, regardez, Bordeaux, ils font ça. Un exemple concret, on fait la French Tech Night, c'est la 5e. On a commencé avec 300-400 entreprises. Là, on a 1100 personnes qui vont participer le 25 juin au Stade Atlantique, avec 700 décideurs, mais aussi des collaborateurs d'entreprise. Il y a un peu plus de 400 collaborateurs qui viennent et qui vont se retrouver par métier pour pouvoir, entre devs, puissent se rencontrer, etc. Donc, et Nantes s'est lancé pour le faire, et d'autres French Tech nous appellent en disant ah, comment on peut faire ça. Un autre truc qu'on a mis en place s'appelle French Tech Central. Le French Tech Central, c'est un peu le Doctolib de l'entrepreneur. C'est-à-dire que sur cette plateforme, vous pouvez prendre rendez-vous avec l'URSSAF, avec les douanes, avec les impôts, pour pouvoir arriver à se dire je suis bloqué sur mon CIR, j'ai besoin de toucher mon CIR un peu plus vite parce que je suis en manque de trésorerie. Crédit d'impôt recherche. Crédit d'impôt recherche. Je peux prendre rendez-vous avec les impôts là dans les prochains jours et essayer de débunker mon problème très rapidement avec eux. On a monté une plateforme. Toutes les French Tech nous ont demandé est-ce qu'on peut récupérer la plateforme. Voilà. Donc on a toujours été extrêmement dynamique et les sociétés adhérentes viennent chercher ce service-là. Donc French Tech Central, c'est ouvert à tout le monde. On a choisi de pas du tout le fermer. C'est important que tous les entrepreneurs de la place puissent en profiter. Ouais. Mais on a des after-work, on a plein de formats, des clubs RH pour les RH des différentes structures, etc. On a plein de formats que l'on met à disposition que de nos adhérents. C'est important, ils payent aussi une adhésion. Mais bon, pour 150 € par an, vous avez un after-work tous les mois, vous pouvez rencontrer entre 100 et 200 entrepreneurs. Il y a toujours beaucoup de monde. Vous avez des formats qui sont faits pour vos RH, pour vos DAF, qui peuvent rencontrer d'autres DAF et échanger. Vous pouvez rencontrer des investisseurs avec des formats autour de l'investissement. Pour 150 € par mois, c'est rien du tout, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça aussi qu'on a aussi un certain dynamisme sur les adhésions, quoi. 2027, l'année prochaine, c'est la fin du mandat d'Emmanuel Macron, qui a été à l'origine de la French Tech. Oui. Est-ce que ça pourrait sentir un peu la fin de ce label, parce que c'est très lié, ce concept. Est-ce que ce concept peut lui survivre quelque part? En fait, moi je pense qu'il y a 90% de chances que la première chose que n'importe quel gouvernement qui prendra la main veuille potentiellement arrêter, c'est la French Tech, puisque effectivement ce symbole-là est très lié à Emmanuel Macron. Vous pensez vraiment que ça peut s'arrêter pour des raisons politiques, en fait? Je sais pas. Après, je pense qu'il faudra qu'ils ouvrent un peu la boîte et qu'ils regardent ce qui se passe, parce qu'il y a quand même... À Bordeaux, on parlait de 2700 boîtes, mais c'est 34 000 emplois à l'intérieur de ça qui sont aussi... Ouais. Voilà, donc on impacte... Ce prisme-là, on l'a anticipé il y a 3-4 ans avec l'ancien board avec lequel j'ai travaillé. On avait beaucoup de financement public historiquement dans cette association, la métropole, la région, la CCI internationale et puis la mission nationale French Tech qui finance publiquement avec des fonds publics, avec nos impôts quelque part, les associations French Tech pour pouvoir arriver à rendre ce service. Et puis on avait nos adhésions. Et en fait, on a commencé à voir depuis plusieurs années, et c'est tout à fait normal parce que c'est le problème aujourd'hui de notre pays, une baisse des subventions étatiques parce qu'on a, comme on le dit tous, il n'y a plus d'argent dans les caisses, quoi. On a anticipé ça depuis un moment et on a mis en place une stratégie aussi de mettre en place des partenariats privés en se disant si demain on a un acteur qui nous lâche, que ce soit l'État, je sais pas, la région, la métropole, je ne souhaite pas, on bosse super bien avec eux et j'ai trop envie qu'ils restent, mais voilà, ils sont tous impactés par ces baisses budgétaires ou qui nous disent on est obligé de baisser beaucoup. Il faut que nous, on a une équipe permanente, on a des salariés dans cette association qui rendent un vrai service à nos adhérents. Donc on se doit de se dire comment on fait pour pérenniser l'association. Donc on allait chercher des partenaires privés. C'était des banques, des grosses boîtes de la tech, plein de partenaires différents. Ça peut être des écoles, ça peut être des écosystèmes, des incubateurs. Qui gagnent quoi ?
de la visibilité, de la capacité à sourcer des boîtes. Par exemple, un incubateur peut se dire, moi, ça me permet aussi, la French Tech, il rencontre plein de startups qui arrivent et dire, tiens, tu n'as pas des boîtes qui ont besoin aujourd'hui d'accompagnement, etc. Nous, on a besoin, on a potentiellement des places en incubation, on peut les aider à trouver des places en incubation. Des sociétés qui disent, nous, on a envie de rencontrer des entrepreneurs parce que on a des problématiques au quotidien et on veut pouvoir sourcer des startups qui peuvent nous rendre service. On a des investisseurs qui veulent sourcer des boîtes. Voilà. Donc, on a plein de partenaires qui aujourd'hui ont besoin, pas forcément de visibilité, mais de lecture de marché, de rencontres avec des entrepreneurs, d'embauche de salariés aussi. On a un Job Connect dans lequel on a nos partenaires aussi qui y participent. Et donc, on a mis toutes ces stratégies en place de se dire, voilà, comment on peut arriver à les chercher. Donc là, on a fait notre AG il y a un peu moins de 3 semaines. On a présenté les comptes de l'association l'année dernière. On est passé à 53% de financement privé. Ah, okay. Donc c'est la première fois dans l'histoire de l'association qu'on a plus de financement privé que de financement public. Et on va continuer. Et on va continuer pourquoi ? Parce que moi, ce que je veux, si demain, on a un gouvernement qui dit la French Tech, c'est terminé, on leur dira fine, mais nous, on va continuer. Ouais. Et je veux qu'on continue. Et c'est important. Moi, je suis que de passage. Le board est que de passage. Il faut qu'on arrive à avoir une structure d'association qui permette demain à la French Tech Bordeaux et j'espère aux autres French Tech en France puis dans le monde de survivre et de continuer le chemin. Tant pis s'il n'y a plus l'État derrière, on rend un service qui est extrêmement important, quoi. Pour un jeune de 25 ans qui veut travailler dans la tech, quels métiers vont recruter encore et lesquels risquent de se fermer ? Quel serait le conseil aujourd'hui pour un jeune là, qui veut se lancer dans la tech ? D'après ce qu'on a compris, c'est apprends à coder, mais ce ne sera pas ton métier final, c'est ça ? Oui, alors si on prend par secteur, on a parlé tout à l'heure du développement, et effectivement c'est apprends à coder, accepte ce qui est en train de se passer sur l'intelligence artificielle et comprends comment tu peux tirer parti de ça et pas juste se dire... Donc soit IA natif, quoi, en fait. Exactement, ouais. Exactement. Il y a cette chose-là. Le conseil que je donnerais aussi, c'est d'avoir des profils hybrides et pas simplement monométier. Je travaille dans la finance, va faire un petit truc en plus sur apprendre à coder, à intégrer 2-3 choses qui vont faire que ton profil va devenir atypique et va pouvoir plaire plus facilement. Tu sors d'école de commerce, tu travailles dans le marketing, pareil. Il faut, moi j'adore ce genre de profil où on se retrouve à avoir des profils qui sont plutôt profil marketing, mais qui sont capables aujourd'hui de vibe coder, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Donc je pense qu'il faut que les profils monométiers se disent que voilà, il y a des intellectuels comme, je ne sais pas si on peut dire que c'est un intellectuel, mais comme Laurent Alexandre qui crie sur tous les toits en ce moment. Ouais. Vos enfants, les emplois sont morts, vous vous rendez pas compte, c'est la fin du monde. Arrêtez de faire médecine. Arrêtez de faire médecine. Demain, il n'y aura plus de médecins. On va être remplacé par des robots, etc. Ça arrivera peut-être un jour. Voilà, on a besoin de médecins, on a besoin de. Si on veut être extrêmement pragmatique, devenez chef, cuisinier, devenez plombier, devenez tailleur de pierre, vous aurez tout le temps du taf, c'est sûr. Mais si on parle vraiment dans d'autres secteurs de la tech, etc., je pense qu'il faut arriver à se créer un profil hybride. Qu'est-ce qu'un jeune doit apprendre aujourd'hui pour rester utile dans 5 ans ? On l'oublie un peu, mais ce qu'on appelle les soft skills, une capacité à discuter avec un client, une capacité à créer une présentation, avoir un storytelling et d'aller aussi plus loin. Parce que parfois on arrive sur un métier qu'on connaît parce qu'on a été formé à ça, mais derrière on va devoir faire une présentation et on peut se retrouver à plus galérer ou à faire une présentation très froide, il manque le storytelling derrière, etc. Donc toute cette partie soft skills, je trouve que c'est extrêmement important aussi à développer. Qu'est-ce qui vous semble être le vrai signal, peut-être un peu faible, que beaucoup de gens vont encore sous-estimer cette année ? Est-ce que Vivatech va permettre nous permettre de comprendre quelque chose, peut-être, je sais pas, sur les agents, sur l'IA. Est-ce que quand vous regardez les invités, les exposants, est-ce qu'il y a une sorte de un signal faible qui sort ? Alors, déjà, c'est une énorme édition parce que c'est les 10 ans cette année. Ouais. Je crois qu'ils ont doublé l'espace d'exposition par rapport aux autres années. Ils attendent 200 000 visiteurs, donc ça va être un événement majeur qu'on n'a pas connu en Europe depuis très longtemps, qui va rivaliser avec un CES de Las Vegas en termes de taille. Alors, j'espère aussi en termes d'exposition parce que le show est juste assez hallucinant.
On attend des très gros acteurs de la tech, on attend du Tesla, etc. Donc il va y avoir de la robotique, il va y avoir de la démonstration. Donc ça, je suis très curieux de voir là-dessus. Le signal faible, donc effectivement, le focus, il va être sur l'intelligence artificielle. Il va y avoir des super conférences d'Arthur Mech, de plein de patrons de la tech, mais aussi de la tech internationale qui vont venir partager le point de vue. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a aussi, alors j'ai plus les noms exactement en tête, mais des sociologues, des philosophes aussi qui vont venir partager leur point de vue sur ce qui est en train de se passer en ce moment et comment notre société est en train de bouger. Donc cette approche-là, moi je la trouve très intéressante et j'ai hâte de pouvoir assister à ces conférences pour voir un peu ce qu'il en ressort. Sur les expositions, on va avoir un pavillon French Tech qui va être extrêmement dynamique aussi et on conserve ces gros acteurs aussi. C'est historique, hein, LVMH, le stand d'LVMH, il faut le visiter chaque année, il est juste magnifique et hallucinant de nouveautés, d'innovation. Et tous ces grands stands de grandes entreprises qui intègrent des startups aussi dans leur processus dans l'innovation. Donc c'est surtout, en tout cas, c'est un énorme salon, donc il y a plein de choses à voir, mais de ne pas hésiter à aller sur les petits stands, sur les stands aussi de la French Tech, au-delà d'être chaud et de dire il faut aller voir la French Tech, mais il y a plein de super belles boîtes à aller regarder dans cet écosystème-là. Pas forcément que les gros shows qu'on va avoir sur le salon. Aux États-Unis, il semblerait y avoir dans des universités une sorte d'essoufflement quand on parle d'IA. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos, notamment d'Eric Schmidt, quand il se met à parler d'IA, du futur de l'IA, qui est hué. Plusieurs patrons d'universités comme ça qui l'ont été ces derniers mois. Last December, Time magazine selected its Person of the Year for 2025. And this time, it was the architects of artificial intelligence. Interesting. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène-là? Est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que ça veut dire quelque chose peut-être de plus profond? Je pense que ça met en avant l'inquiétude quand même des étudiants, parce qu'en fait, on voit un Eric Schmidt qui débarque et qui dit, en gros, à 2000 étudiants qui ont payé entre 100 et 200 000 $ leurs études, bon, en fait, vous allez tous vous retrouver au chômage. C'est un peu les mecs sont ultra maladroits, je sais pas s'ils se rendent compte, ils doivent avoir des directeurs de communication pourtant, mais dans leur prise de parole, c'est quand même... Ils arrivent avec quelque chose de positif alors qu'on a un sentiment d'inquiétude. Il y a une inquiétude sur les étudiants qui arrivent, on en parlait, hein, toute cette vague de juniors qui arrivent sur le marché, il va falloir qu'ils trouvent leur premier emploi. Si on se dit, en fait, ce qu'ils font, on est capable de le faire avec une intelligence artificielle ou un agent, est-ce qu'on a besoin d'embaucher ou pas? Besoin peut-être pas, mais à long terme, si, parce que sinon on aura... Donc, j'ai vu ces vidéos et je trouve ça bien qu'ils manifestent leur mécontentement, parce que déjà ça met en lumière quand même cette inquiétude-là. Et c'est la future génération, donc j'ai confiance en eux pour pouvoir faire en sorte que ça ne se passe pas exactement comme prévu que ça se passe avec Schmidt. Merci beaucoup Maxime Doreau. Merci à vous.